le sait, Polytechnique, ça a été une tragédie nationale, un traumatisme à l'époque, un traumatisme qui s'étend dans le temps. Ça a été vrai pour les Québécois, c'est vrai pour les gens qui l'ont vécu. Et la semaine passée, dans la presse, dans un texte très senti, aussi dans une entrevue à la chroniqueuse Rima El-Khoury, Stéphane Guay, diplômé en génie, témoin de la tragédie, il était dans la classe quand le tireur est arrivé, a raconté les 36 dernières années, ses doutes, ses culpabilisations, ses réflexions sur ce qu'il aurait pu, sur ce qu'il aurait dû faire. Et c'est un honneur de le recevoir en studio ce matin. Stéphane Guay, bonjour. Bonjour. D'abord, on vous a sollicité vendredi pour venir en entrevue. Vous avez hésité plusieurs jours avant de décider de nous accorder l'entrevue, comme vous avez hésité pendant des décennies avant de parler. Qu'est-ce qui vous faisait hésiter dans les deux cas? Je dirais que de ne pas parler pendant 36 ans, c'était pas de l'hésitation, c'est juste comme... C'était dans une boîte, c'était fermé, puis je sentais pas le besoin d'en parler ou je sentais pas le besoin de gratter là-dedans. L'entrevue, c'est... J'avais dit ce que j'avais à dire dans le papier, dans la presse. J'avais parlé avec Rima El-Khoury, une entrevue qu'on a eu pris dans un café. Après ça, je disais jusqu'où je vais là-dedans. Là. Puis c'était ma crainte de dire... d'être perçu comme attirer les projecteurs puis de manquer de respect envers la tragédie puis les gens qui ont vécu ça. Ouais. Après vous avoir parlé avec votre cherchiste, j'ai fait OK, je pense que mon message touche du monde. Puis à la cérémonie commémorative de samedi, j'ai vu que mon message avait rejoint beaucoup de monde. Puis bon, OK, je peux aller en parler. Mais c'est ça. J'avais une crainte de manquer de respect là-dedans. Bien, merci d'être là. Je pense que l'idée, c'est que votre message touche le plus de gens possible. Ceux qui l'auraient raté dans la presse vont pouvoir vous écouter là. Ce jour-là, en 1989, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, là, Stéphane Guay, mais vous êtes dans votre classe. Vous attendez pour faire un exposé oral. Racontez la suite. Wow, OK. Je suis dans la classe, assis en avant, pendant que mes collègues de classe est en train de faire son exposé en avant. Là. C'est fin de session. Ouais. Puis je l'écoute pas vraiment comme j'écris dans le texte. Je me prépare mentalement à faire mon exposé. Puis en levant la tête, la porte de la classe est devant moi. Puis je vois Marc Lépine, à ce moment, je ne savais pas c'était qui à ce moment-là, qui s'en vient vers la classe. La porte est ouverte parce que dans le fond d'un corridor, petit dédale de chemin pour se rendre là. Puis dans ses mains, il tenait la carabine, mais à ce moment-là, je pensais vraiment que c'était une tige de métal parce que la pièce où on était, laquelle on était, il y en avait des tiges de métal. C'est un génie métallurgique avec probablement des morceaux de métal qui entreposaient là. C'était pas inhabituel. Puis c'est ça. On se pose juste la question, pourquoi est-ce qu'il vient nous interrompre? Qu'est-ce qu'il fait là dans la classe, lui? Là? Puis pourquoi il vient ranger ça pendant qu'on fait nos présentations? Et là, il finit par tirer un coup de feu au plafond. Oui, il faisait face à la classe, donc il était devant moi, mais j'étais à sa gauche. Là, fait que la carabine était pointée vers moi, mais vers le plafond. Puis quand il demande aux filles d'aller à gauche et les garçons à droite, on pense que c'est une plaisanterie. On pense que c'est Poly Party qui nous fait une joke en fin d'année. Puis c'est ça, il y a quelqu'un dans la classe, je pense que c'est le gars qui était en avant qui présentait, qui dit « Est-ce que tu fais partie de Poly Party? » C'est quoi, c'est une joke? Poly Party, ça, c'était... Poly Party, c'est le groupe qui organisait tous les événements, puis faisait aussi des jokes à l'intérieur, là, puis les parties les parties bien arrosées qu'on avait à Polytechnique, c'est eux qui mettaient ça en place. Fait qu'on pensait que c'était eux qui faisaient une plaisanterie. Puis lui, en réponse à la question, il a tiré un coup de feu au plafond un peu au-dessus de moi. Là. Pour montrer son sérieux. C'est ça. Puis là, vous racontez à Rima El-Khoury, dans votre texte aussi dans la presse, Stéphane Guay, que quand vous passez à côté de lui, il y a un moment qui vous a hanté pendant des années. Oui. Bien, c'est parce que dans l'événement, là, tout le monde obéit à ses ordres. Là. Pour moi, comme je l'ai écrit, c'est tout au ralenti, puis je comprends pas ce qui se passe. Fait que je suis en avant, je regarde la scène, puis finalement, tout le monde s'est déplacé sauf moi. Fait qu'il se tourne vers moi en me regardant comme il faut que je me déplace puis que je traverse la classe, que je m'en aille vers la porte qui est devant moi. Mais en faisant ça, bien, je passe directement près de lui. Puis, j'étais à moins d'1 mètre de lui. J'aurais pu facilement juste tendre les bras puis prendre sa carabine parce qu'il la pointait pas vers moi. Là. Il était comme au repos avec sa carabine. À ce moment-là, j'aurais définitivement pu intervenir. Puis c'est ça qui m'a suivi après. Là. C'était comme, wow, je l'ai manqué. Oui. Ça vous a suivi de quelle façon?
Ça m'a suivi de quelle façon? C'est dur à répondre. Là, non, mais est-ce que c'était une préoccupation quotidienne ou, non, non, ou vous y pensiez juste? Je dirais qu'au début, les premiers mois, la première année, c'est quelque chose qui me revenait toujours en tête. L'article de Rima, j'avais une crainte que ça me faisait paraître comme quelqu'un qui est dans une petite boule dans son lit à tous les jours en train de se morfondre. Là, c'est vraiment pas ça. Là. Okay. C'est certain qu'à chaque année, le 6 décembre, le monde en reparle, puis ça me revient en tête. Oui, j'aurais pu faire de quoi. C'est certain que le temps efface les choses tranquillement, mais ça ne change pas que j'ai eu un moment dans ma vie où j'aurais pu changer la vie des gens. Et puis vous parlez, c'est ça, le fameux battement d'ailes du papillon. La théorie selon laquelle là, un papillon bat des ailes quelque part dans le monde puis ça cause un ouragan ailleurs. Façon de dire qu'un petit geste peut changer beaucoup de choses. Ça a été votre interrogation sur votre battement d'ailes du papillon. Oui, mais en fait, c'est l'inverse d'un battement d'ailes. J'ai rien fait. Ça avait pris une action, ça aurait... Mais mon inaction a fait ce battement d'ailes-là puis que ça a touché la vie tellement de monde après. Je me souviens que Stéphane Guay, après les événements de Poly, dans les mois, dans les années, beaucoup de discussions sur, justement, les hommes auraient dû faire quelque chose. Les hommes auraient dû sauter dessus. Ça m'a toujours paru comme étant un commentaire désincarné dans le sens où c'est très facile à faire quand on n'est pas dans la classe. Ah oui. Oui. Puis, je l'ai dit dans le texte, là, l'entrevue que j'ai eue à ce qui s'est cassé, ça a été le commentaire en fin d'entrevue que où sont ces héros, les protecteurs des femmes. Il y a un animateur de radio qui vous dit ça. Oui. Fait que, je m'excuse, je saute directement dedans, mais oui, ça m'a hanté aussi, mais je réalise avec le temps que on n'est pas prêt à ça. Là. Ça n'existe pas dans le temps, les tueries. On n'est pas dans un milieu de guerre où est-ce que les gens sont à l'affût de ça. On est à Polytechnique, un endroit... C'était notre place de vie, notre maison. Là. Non, je pense pas que personne, en fait, très peu de gens, aurait eu la réaction de faire quelque chose. Puis en fait, de faire quelque chose, ça aurait pu être blâmé d'avoir agi, justement. Parce que tout le monde dit, c'est à ne pas faire. Laisse la police intervenir. C'est pas aux individus d'intervenir. Et il y avait cette... Est-ce que je me trompe ou vous aviez de la culpabilité? C'est un mot que j'ai compris à changer, surtout en fin de semaine. Surtout en fin de semaine? Oui, en allant pour la première fois à la cérémonie commémorative, j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis on a beaucoup parlé, échangé, dont avec Jacques Duchesneau, Nathalie Provost. Puis j'entendais tout le temps ce mot-là, culpabilité, puis ça me dérangeait. Puis j'ai fini par comprendre que c'est pas de la culpabilité, je suis pas coupable de rien. C'est du regret. J'ai regretté toutes ces années-là et non me sentir coupable. C'est pas moi qui ai tué ces filles-là, mais j'aurais pu l'empêcher. Il y a Nathalie Provost, justement, maintenant ministre fédérale, qui a été longtemps activiste pour le contrôle des armes à feu, que vous avez croisée là. Et vendredi, elle a accordé une entrevue à Philippe Quentin en réaction, Stéphane Guay, à votre papier dans la presse. On va écouter ce qu'elle avait à dire. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine parce que c'est long, 36 ans, à porter de la culpabilité. Et quand, dans mon cœur, à moi, il y a une seule personne qui était coupable ce jour-là, et c'est Marc Lépine, c'est le tueur. Je sais que vous avez rencontré Mme Provost samedi. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait de parler avec une femme... Nathalie Provost a pris des balles là, ce soir-là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir ces discussions-là avec les survivantes? Du bien. C'est le seul mot qui me vient en tête, du bien, parce que, en fait, Nathalie Provost, j'avais juste vu le titre de sa réponse dans la presse qui disait « Personne ne lui a demandé d'être un héros ». Puis j'avais pas tellement compris l'angle qu'elle prenait dans son propos, puis je l'ai même interprété un peu. Je me demandais si personne ne t'a demandé d'être un héros, là, tasse-toi, c'est l'histoire des femmes. Puis j'ai voulu parler avec Nathalie pendant que j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion, puis ça a été tellement un beau moment là, où est-ce qu'on a discuté de la Polytechnique, elle m'a raconté comment est-ce qu'elle ne se rappelait pas des événements, c'est un rêve qui est revenu pour voir le fil des choses, puis on a échangé pendant un bon 10 minutes de temps où c'était comme deux camarades de classe qui se parlaient. Ce que vous aviez été. Oui. Là, 36 ans plus tard, vous décidez de sortir, Stéphane Guay. Ça fait quelques jours, là. Qu'est-ce que ça vous a fait de dire votre vérité comme ça, publiquement, à un grand public? C'est étourdissant. Oui, vous n'êtes pas habitué à ça, là. Oui, parce que quand j'ai écrit le bout de papier que j'ai écrit, c'était sans intention. C'est juste, je l'ai lancé, je l'ai écrit d'un jet, puis
après ça, de parler avec Rima, puis qu'elle me demande de le publier, puis si c'est correct de faire une entrevue, c'était naïf. J'ai fait tout ça sans me poser de questions de où ça allait aller, puis de voir la réaction des gens, ça me renverse. Ça me touche. Je savais pas que ça pouvait avoir cette portée-là. Mhm. Puis, c'est ça. Je pensais pas que autant de gens étaient affectés de cette manière-là par tout ça. Au fil des ans, est-ce que vous en parliez avec vos proches, avec votre famille? Pas vraiment, non. Puis même l'année passée, quand j'ai sorti mon texte dans un média social, j'ai des amis qui m'ont gentiment reproché « Comment ça se fait que tu nous as jamais parlé de ça? » Des amis de longue date. J'ai des amis que ça fait comme 45 ans qu'on est amis et plus. Là. Puis avec eux, je n'avais pas parlé. Puis, Pourquoi? Je sais pas. Sans réponse, sans question, c'était juste comme ça. J'en parlais pas. Je sentais pas le besoin ou j'avais pas, comme j'ai dit, j'avais pas envie d'en parler. Même, je me rappelle pas d'en avoir parlé avec ma mère. Je me rappelle pas d'en avoir parlé avec mes sœurs. Mon Dieu, on s'est jamais parlé de ça. Mais vos proches savaient pas que vous étiez dans la classe? Oui, ils savaient. Mais je pense que par respect, ils m'en parlaient pas, à moins que moi j'en parle. C'est seulement que je l'interprète. Mais moi, j'arrivais pas de l'avant pour en parler, non. Là, on est 36 ans plus tard, après les événements. Il y a une conscientisation très différente de la violence faite aux femmes. Quel regard vous portez sur les féminicides, sur les violences faites aux femmes? C'est une question profonde que je garde ça en surface un peu. Je ne suis pas un militant pour rien. J'aime tout le monde. J'ai 2 filles, j'ai 2 sœurs, mon épouse, j'ai plein de femmes autour de moi dans ma vie, puis je les vois pas comme quelqu'un de différent. C'est des personnes que j'aime, puis de voir ce qui... Je sais que les femmes sont souvent dans des situations que nous, les hommes, on comprend pas de la fragilité qui peut exister. Là. Puis ma femme me racontait l'autre jour qu'elle allait prendre une marche, puis elle se sentait suivie par quelqu'un, puis c'est des choses qui nous passent pas par la tête, nous, les hommes, en tout cas, rarement. On a rarement peur quand on va prendre une marche. Je suis sensible à ça, puis je respecte totalement puis, tout ce que ces militantistes du côté féminin font. Je comprends, mais je suis pas quelqu'un qui participe à ça. Sans le dénigrer du tout. Là, je veux que vous racontiez la fin de votre texte dans la presse. Je veux que vous le fassiez en vos mots. Vous avez raconté que vous avez travaillé pour CAE, la compagnie qui fait des simulateurs d'avions, de cockpit de pilotage. Vous n'êtes pas pilote, mais à force d'être dans le cockpit, vous êtes devenu pas pire pour piloter un avion virtuel. Et il y a un lien avec la soirée du 6 décembre à Poly, dans des émotions que vous avez ressenties quand vous preniez l'avion, le vrai avion. Oui, en fait, c'est vraiment ce qui m'arrivait. Là. J'ai travaillé pour CAE qui m'amenait à voyager partout dans le monde. Puis oui, j'ai des centaines d'heures de vol dans les cockpits. Je suis capable d'atterrir les gros porteurs facilement. Puis on s'amusait à faire même des concours dans la cabine de pilotage. Puis, dans ces voyages-là que j'avais à faire avec CAE, ça me passait toujours par la tête quand j'embarquais dans l'avion. Est-ce qu'ils vont faire un appel à l'aide? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Pour moi, c'était comme, je peux-tu avoir un moment où je peux changer ce qui est arrivé, puis me reprendre. Puis sauver du monde. Puis sauver du monde. Écoutez, c'est une prise de parole tellement profonde, tellement nécessaire que vous avez faite, Stéphane. D'abord, merci pour votre sortie dans la presse, puis merci de nous expliquer tout ça en vos mots à nos auditeurs. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. C'était Stéphane Guay, diplômé en génie, témoin de la tragédie de Polytechnique. Il est 7h45.